Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Donc aujourd'hui, jeudi 20 août, la scène internationale reste dominée par des décisions américaines qui bousculent les équilibres et par une nouvelle nuit de frappes meurtrières en Ukraine. Au pays, les négociations commerciales avec Washington se jouent aussi sur le terrain politique, tandis que des enjeux de services publics et d'infrastructures s'invitent dans le débat. Géopolitique. La Russie a lancé une attaque massive de missiles et de drones sur l'Ukraine tôt jeudi, faisant au moins 13 morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que l'attaque a frappé Kiev et sa région, mais aussi Odessa et Chernihiv. À Kiev, 12 personnes ont été tuées et une autre est morte dans la région environnante. Le bilan fait aussi état d'environ 40 blessés après des heures de bombardement. Des immeubles d'habitation ont été endommagés, ainsi qu'un hôpital pour enfants et une école dans la capitale. Des responsables ukrainiens décrivent une pression accrue sur la défense aérienne, au moment où des entrepôts auraient aussi été visés. Aux États-Unis, l'administration Trump annonce une opération économique qualifiée de écrasante contre l'Iran. Le président Donald Trump menace de sévères représailles économiques contre les pays qui aideraient Téhéran. Ces annonces surviennent après l'expiration d'un cessez-le-feu de 60 jours lundi, sans perspective claire de sortie diplomatique ou militaire. Les Émirats arabes unis ont de leur côté suspendu tous les échanges commerciaux et les transactions avec l'Iran. Washington met ainsi la pression sur les partenaires de l'Iran, en associant sanctions et avertissements publics. Le signal envoyé vise aussi les entreprises et les États tentés de maintenir des liens économiques avec Téhéran. Washington accentue également sa confrontation avec la Cour pénale internationale, la CPI. Les États-Unis ont annoncé des sanctions visant notamment la présidente de la CPI, Tomoko Akane, ressortissante du Japon. Un porte-parole du département d'État indique que les États-Unis veulent que des alliés, dont le Japon, cessent de soutenir la Cour. Des institutions internationales et des gouvernements européens ont pris position en appui à la CPI et à son indépendance. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pour sa part applaudi la décision américaine en qualifiant la Cour de kangourou. À Washington, le secrétaire d'État Marco Rubio a aussi annoncé des sanctions visant 2 membres de la CPI, élargissant le bras de fer. En Chine, l'affaire Evergrande franchit un cap judiciaire avec une condamnation spectaculaire. Le fondateur du promoteur immobilier, Hui Kaiyan, a été condamné à la prison à vie par un tribunal chinois. Ce verdict marque une étape majeure après l'effondrement d'Evergrande. Le groupe avait accumulé plus de 300 milliards de dollars de passifs. La chute d'Evergrande a secoué le secteur immobilier chinois, déjà fragilisé par des crises de liquidité. La condamnation de Hui Kaiyan symbolise le durcissement des conséquences judiciaires autour de ce dossier. Canada, Ottawa et Washington disent se rapprocher d'une entente commerciale après une période de tension. Mark Carney et Donald Trump ont affirmé mercredi être en voie de conclure une entente bénéfique pour les 2 pays. Mais l'avenir de l'accord pourrait maintenant se jouer dans 3 provinces canadiennes, dont le Québec. La suite dépendrait de décisions provinciales, dans un contexte où certaines mesures touchent directement des compétences et des secteurs régionaux. Cette dynamique renforce le poids politique des provinces dans la dernière ligne droite. Et elle oblige Ottawa à composer avec des priorités économiques qui ne sont pas identiques d'une province à l'autre. À Québec, la première ministre Christine Fréchette ressort prudente d'une rencontre avec Mark Carney. La discussion a duré environ 1h30. Christine Fréchette dit ne pas être en mesure de déterminer si l'entente en gestation est bonne ou mauvaise pour le Québec. Elle affirme que son homologue ne l'a pas rassurée sur les impacts pour la province. Le dossier des droits de douane américains reste au cœur des préoccupations du gouvernement québécois. Et l'incertitude nourrit la pression pour obtenir des garanties plus claires
avant toute validation politique. Le débat s'est aussi déplacé vers des gestes concrets de part et d'autre de la frontière. Mark Carney demande de ramener l'alcool américain, dans un contexte de mesures commerciales et de signaux politiques. Christine Fréchette dit exiger des réponses sur l'entente et ses conséquences. Donald Trump évoque de son côté une entente très équitable avec le Canada. La question du rythme et des conditions d'application reste sensible, surtout lorsque des produits ciblés deviennent des symboles politiques. Et le gouvernement du Québec cherche à éviter une entente qui laisserait des secteurs stratégiques exposés. Sur la scène politique québécoise, une promesse du Parti québécois crée une ligne de fracture dans le réseau de la santé. Paul Saint-Pierre Plamondon s'engage à abolir Santé Québec s'il prend le pouvoir en octobre. Il présente cette abolition comme un moyen de réduire la taille de l'État. Des syndicats du secteur de la santé et des experts sont divisés devant cette proposition. Certains ne voient pas là une solution évidente pour réduire la bureaucratie. D'autres s'interrogent sur l'effet réel d'une telle décision sur le fonctionnement quotidien du système. La rentrée s'annonce exceptionnelle dans les cégeps, avec une pression forte dans les grands centres. Près de 210 000 jeunes s'apprêtent à rentrer au cégep, un record. La majorité se trouve dans les établissements de Montréal et de Québec. Plusieurs cégeps font aussi face à un parc immobilier vieillissant, dans des bâtiments jugés vétustes. En région, certains établissements souffrent particulièrement d'une baisse du nombre d'étudiants étrangers. Cette combinaison crée des réalités très différentes entre les campus des grands centres et ceux des régions. Un débat environnemental et économique prend de l'ampleur autour du fleuve Saint-Laurent. La Société pour la nature et les parcs propose d'envisager un contingentement du trafic maritime. L'objectif serait de mieux protéger un écosystème décrit comme unique au Québec. La proposition survient alors que de plus en plus de bateaux naviguent sur le fleuve. Le Saint-Laurent reste la voie navigable la plus importante au Canada. Et l'idée de limiter le trafic divise entre impératifs de protection et intérêts liés au transport maritime. Science. L'Union européenne veut renforcer sa posture face à des cyberattaques dopées par l'intelligence artificielle. La commissaire européenne au numérique, Henna Virkkunen, a porté ce message lors du lancement d'un plan d'action sur cybersécurité et IA, a été lancé au début de juillet 2026. Henna Virkkunen met en garde contre des modèles d'IA avancés capables de construire des exploits informatiques en minutes ou en heures. L'inquiétude vise directement la sécurité d'infrastructures critiques. L'enjeu devient la vitesse d'exécution, avec des attaques plus faciles à concevoir et plus rapides à déployer. La NASA fait face à un revers important avec le télescope spatial Swift. L'agence confirme qu'une mission de sauvetage de 30 millions de dollars a échoué. Le vaisseau de secours n'a pas pu être contrôlé, malgré une tentative inédite reposant sur un robot. L'objectif était de déplacer Swift vers une orbite plus élevée. Après cet échec, le télescope doit maintenant rentrer dans l'atmosphère terrestre et se désintégrer plus tard cette année. La NASA doit donc se préparer à la perte de cet instrument, sans solution de rehaussement orbital. Aux États-Unis, Meta fait face à des accusations sur la conception de ses plateformes pour les plus jeunes. Des États soutiennent que Meta a conçu des fonctionnalités addictives pour les enfants et les adolescents. Les accusations visent Instagram et Facebook, avec l'idée d'un maintien volontaire de l'attention malgré des risques pour la santé mentale. Meta rejette ces allégations par la voix d'un porte-parole. L'entreprise qualifie ces accusations de non fondées et défend son bilan de protection des mineurs. Le dossier s'inscrit dans un procès présenté comme majeur, avec des implications pour les pratiques de conception des réseaux sociaux. Climat. L'Europe traverse une sécheresse décrite comme la pire en 70 ans, avec des effets visibles sur les cours d'eau. La baisse des niveaux d'eau a révélé l'épave d'un remorqueur à vapeur vieux de plus de 100 ans. Un pont romain ancien est aussi réapparu, rendu visible par le retrait des eaux.
Ces découvertes illustrent concrètement l'ampleur de l'assèchement et la contraction des zones habituellement submergées. Monde. Au Qatar, plus de 1000 réfugiés afghans restent coincés dans un camp depuis 2021. Ils se trouvent au camp As-Saïlia, dans une situation décrite comme isolée, avec une impossibilité de quitter les lieux. Plusieurs de ces réfugiés avaient aidé les forces américaines pendant la guerre. Malgré cela, ils demeurent bloqués, sans solution de réinstallation ou de sortie du camp. Le temps s'étire avec des vies suspendues depuis 4 ans, et la question de leur statut continue de peser sur les démarches humanitaires et administratives. En République centrafricaine, l'effondrement d'une mine d'or artisanale a fait plus de 100 morts. L'accident s'est produit mardi après-midi dans le village de Zamboua. Zamboua se situe à environ 50 km de la ville de Baboua. La zone est proche de la frontière avec le Cameroun. Les autorités locales attribuent l'effondrement à un glissement de terrain. Elles préviennent que le bilan pourrait encore augmenter, alors que les opérations de récupération se poursuivent. En Amérique latine, un conseiller lié à plusieurs dirigeants d'extrême droite a été arrêté dans une affaire criminelle grave. Fernando Cerimedo, 42 ans, est soupçonné d'avoir orchestré une tentative de meurtre contre sa conjointe. La victime présumée est une avocate bolivienne, Natia Belair. Les autorités l'accusent d'avoir ordonné une fusillade. Fernando Cerimedo a aussi travaillé comme conseiller du président bolivien Rodrigo Paz Pereira. Il a été présenté comme l'un des stratèges clés de la campagne de Javier Milei lors de la présidentielle argentine de 2023. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 482 $ américains, en hausse de 3,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 67 $ américains, en hausse de 5,7% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 71,852, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,721 $ américains. La dette des États-Unis franchit un seuil symbolique et préoccupant pour les finances publiques. La dette fédérale brute dépasse 40 000 milliards de dollars. Elle représente désormais 124% du produit intérieur brut. Cette progression s'accompagne d'inquiétudes sur le coût d'emprunt. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans se situe à son plus haut niveau en 2 décennies. Ces chiffres nourrissent le débat sur la trajectoire budgétaire et la charge d'intérêt. Au Venezuela, la crise de l'électricité s'installe dans le quotidien et freine l'activité économique. Le pays fait face à un rationnement de l'énergie. Cette situation paralyse des entreprises, contraintes de réduire ou d'interrompre leurs opérations. Des familles se retrouvent prises dans une routine faite de pannes et de restrictions. La crise électrique devient un facteur direct de perte de revenus et de services, et elle renforce les difficultés déjà présentes dans plusieurs régions du pays. En Colombie, le président Abelardo de la Espriella demande un geste commercial à Washington après un séisme meurtrier. Il a demandé au président américain Donald Trump de suspendre les droits de douane. L'objectif affiché est d'aider le pays à se remettre d'un puissant tremblement de terre. Le séisme a fait au moins 289 morts, selon un bilan communiqué par les autorités. La demande s'inscrit dans une logique de soutien économique immédiat à la reconstruction. Et elle place la question tarifaire au cœur des discussions entre Bogota et Washington. À savoir aujourd'hui, le 20 août 1940, Léon Trotsky a été attaqué à Mexico, un jour avant de succomber à ses blessures. Le 20 août 1977, la sonde Voyager 2 a été lancée depuis Cap Canaveral, marquant une étape majeure de l'exploration spatiale. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.